Et donc, beaucoup de questions auxquelles on va tenter de vous répondre. Je vous les présente maintenant qu'ils sont sur scène. Loïc Ivikel est à votre droite, c'est le patron de Sponsorize Me. Alors, ce n'est pas une enseigne du commerce coopératif et associé. Par contre, c'est une solution digitale qui a été utilisée par l'une de vos enseignes, en l'occurrence Intersport. Il nous expliquera comment tout à l'heure, justement pour organiser l'engagement de l'enseigne. À sa gauche, Alain Bourgeois-Muller, qui est le patron de Jouet Club. Fred Carré, qui est l'opticien Atoll de Lons-Saunier, administrateur de la coopérative, sur les demandes insistantes, Eric nous l'a dit tout à l'heure, d'Éric Plat, président de la coopérative. Jean-Louis Bancel, à sa gauche, président du Crédit Coopératif. Et enfin, Luc Majorel, directeur des opérations de crise. On démarre avec vous, Luc. Quand j'ai regardé votre rapport RSE, le nombre d'initiatives qu'il y avait, alors il faut que je prenne ça. Alors il y a une fondation depuis 2002, vous avez de nombreuses actions en magasin comme la récupération de montures, vous avez un bus de la vie, vous avez des actions sur les conditions de travail, sur les économies d'énergie, sur la relocalisation. Ça fait un peu liste à la Prévert. Pourquoi il y en a autant déjà ? Je crois d'abord parce que tout ce qui est engagement, ça fait partie de l'esprit coopératif. Donc je crois que c'est un des éléments constitutifs de cet esprit coopératif. Et j'y vois, moi, deux raisons, deux explications principales, à laquelle j'en rajouterai une troisième qui est peut-être plus liée à notre secteur d'activité aussi. La première, c'est que je crois que c'est dans les gènes de la coopérative et que les valeurs de mise en partage, de solidarité sont tout à fait importantes dans notre coopérative. Et donc ça, c'est tout à fait dans le gène, c'est le sang de la coopérative et c'est ce qui unit d'une certaine façon l'ensemble de nos adhérents qui constituent, en tout cas chez Chris Group, notre coopérative. La deuxième explication que j'y vois, c'est, je crois, le style et l'organisation de la structure de la coopérative, où on dit un homme, une voix, je serais presque tenté de dire une idée. Parce qu'il y a Donc chacun la ramène avec son idée, en fait, c'est ça. Un peu, ça, oui. Il y a un foisonnement d'idées dans nos coopératives qui est assez extraordinaire, qui n'est pas bridé par la tête de réseau, donc ce qui laisse cours à plein d'initiatives qui sont prises localement, d'ailleurs, d'accompagnement sur des œuvres qui sont parfois caritatives, mais qui peuvent être aussi des œuvres qui accompagnent de l'art, par exemple, ou d'aller faire du dépistage dans les entreprises avec les comités d'entreprise aussi. Donc tout ça, ça sert de terreau, en fait, pour que derrière nous, après, en centrale, on puisse éventuellement amplifier ces Donc phénomènes. En gros, c'est l'atomisation du pouvoir sur autant d'individus qu'il y a dans la coopérative, Ouais. qui crée potentiellement autant de sujets d'engagement, alors qu'à l'inverse, dans un groupe intégré, il suffit parfois que le patron tout en haut soit passionné d'art contemporain, de papillons ou d'agriculture bio, que sais-je encore, pour que, de manière descendante, ça devienne l'engagement global de tout le monde. En fait, c'est ça. Le risque étant de s'éparpiller, quand même, pour revenir à la question initiale. Oui. Alors justement, dans la troisième explication que je donnais, qui est liée aussi à notre secteur d'activité et qui est donc l'optique et l'audition, qui touche donc la santé. Et je crois que l'engagement est très sensible dans le domaine de la santé. Donc je voudrais vous donner juste 3 petits exemples pour illustrer ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a une fondation. D'ailleurs, le président Pierre Gérini est dans la salle aujourd'hui avec nous. On a une fondation qui s'occupe beaucoup, et qui est d'ailleurs l'initiative à l'origine locale d'un certain nombre d'opticiens qui avaient fait un travail avec des ophtalmos sur le terrain. Et un jour, un président a décidé d'en faire une vraie action en créant cette fondation qui aujourd'hui accompagne qui finance une dizaine d'associations, qui accompagne, je crois, à peu près 8 autres organismes pour leur fournir du matériel notamment, et qui aide les populations les plus défavorisées à pouvoir porter des lunettes. Donc ça, c'est un point important, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on est engagé depuis un certain temps sur une démarche éthique dans lequel, évidemment, on assure le plus de transparence possible pour nos clients, transparence au niveau commercial, mais aussi de la satisfaction commerciale auprès de nos clients. Et on a une charte déontologique qui a été mise en place et qui est très suivie, très précise, que l'on a donc beaucoup mis en œuvre ces derniers temps. Et puis le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est aussi le bus de la vie, vous l'avez signalé tout à l'heure, puisque nous sommes sponsors du Tour de France et qu'on a profité de cet événement pour mettre en place un bus de la vie qui fait des dépistages tout au long des étapes du Tour de France pour aller dépister auprès des Français qui viennent au Tour de France. Voilà. Alors, un autre sujet dont j'ai parlé pour démarrer, qui est un engagement plus, j'allais dire, social, c'est la relocalisation d'une partie de la production en France, puisque désormais, vous fabriquez, alors, quelle part de vos verres, puisqu'il s'agit des verres, hein, pas des montures, Oui.
en France? Alors, on parle là de Codir. Codir, qui est notre filiale industrielle et logistique du groupe, qui se trouve à Bazainville, dans le 78, qui produit 6 millions de verres par an et qui livre 9,5 millions d'articles dans chaque magasin chaque année. Donc, c'est un outil industriel très, très important. Il a été décidé il y a 20 ans, Codir aura 20 ans l'année prochaine, par les associés, à travers le conseil d'administration, l'utilité de mettre en place un outil de fabrication, un outil industriel. Donc cette usine s'est développée. Et puis s'est passé un événement extérieur, climatique, en 2011, en Thaïlande, qui était un de nos fournisseurs, où des inondations importantes ont ravagé l'usine et qui nous ont incités à déplacer cette fabrication locale vers notre usine de Bazainville. Alors évidemment, ça s'accompagne d'un certain nombre d'événements parce que c'était une combinatoire entre déplacement, mais aussi réorganisation, automatisation, modernisation, augmentation du savoir-faire pour permettre à cette usine de produire des verres de qualité beaucoup plus haut de gamme que ce que l'on faisait par le passé et les rendre du coup à des prix tout à fait compétitifs et accessibles pour nos opticiens et nos consommateurs en magasin. Comment on fait vivre cet engagement dans le temps, sachant que quand on regarde un petit peu ce qui se passe en matière économique, produire moins cher en France, c'est quand même difficile. Donc j'imagine quand même que ça ne se faisait pas à Isoku, cette affaire. Non, ça ne se faisait pas à Isoku, mais justement, à la fois le fait de monter en gamme. Évidemment, quand vous faites des produits plutôt de moindre qualité ou des produits bas de gamme, ça coûte peut-être plus cher et il faut un certain nombre d'industrialisations, des fortes quantités. Quand vous montez en gamme et que vous faites des produits beaucoup plus finis, avec des traitements meilleurs, etc., vous arrivez à devenir compétitif. Et puis, tout ce dont on a parlé ce matin a accompagné aussi ce mouvement, parce que pas mal de choses, vous les avez citées, de RSE ont été mises en place, notamment sur l'accompagnement des salariés. Et vous savez qu'on fait partie de l'Institut Great Place to Work, enfin on est suivi par l'Institut Great Place to Work qui mesure... le classement des entreprises où il fait bon bosser. Où il fait bon travailler. Vous êtes combienième là en ce moment? On est 11e et il y a 83% de nos salariés qui considèrent qu'il fait bon travailler chez Chris Group. Donc c'est important, un salarié qui est bien dans son entreprise, il travaille bien, donc il produit bien. Et puis pas mal d'économies d'énergie ont été réalisées aussi au sein de cette usine, puisque vous savez par exemple que nous lavons les verres avec de l'eau chaude. Cette eau chaude, vous ne le savez pas, alors voilà, elle a été transformée, on la récupère, on la transforme en électricité, ce qui nous permet de faire des économies assez importantes, je crois 200 000 kWh, ce qui doit correspondre, je crois, à une quinzaine de maisons en consommation électrique pendant un an. Et on a aussi des salles qui doivent être climatisées, nos salles blanches, où il y a lieu les traitements des verres. La climatisation, ça fait du froid, mais ça rejette du chaud, comme chacun le sait. Et on récupère cette chaleur et on en chauffe l'entrepôt pendant l'hiver. Et là aussi, on a dû économiser, je crois, diviser par 2 la facture de gaz dans cette usine. Donc tout ça contribue aussi à faire en sorte que l'entreprise est plus compétitive. Alors un autre exemple d'engagement, Alain, c'est ce que fait Jouet Club avec le Téléthon. Ça vient d'où et qu'est-ce qui a été à l'origine de cet engagement qui a quelques années, c'est ça, 3-4 ans? On fait la 4e année de participation et de partenariat avec le Téléthon, l'AFM Téléthon cette année. La base, elle est très simple, c'est qu'en fait, nous sommes dans le jouet, bien évidemment. Donc on a la passion de notre métier, on a la passion du produit, on a la passion de beaucoup de choses et bien entendu, on a la passion des enfants. Donc quand on voit certaines choses et certaines images et certaines maladies qui peuvent connaître des enfants, ça nous interpelle forcément. C'est la raison pour laquelle, il y a 5 ans, j'ai vu la présidente de l'AFM Téléthon et avec laquelle j'ai pu discuter lors d'un repas très sympathique sur la région parisienne. Et on a pris des accords ensemble d'une manière on ne peut plus naturelle. Là, j'entends que tu rentres dans la logique par l'empathie, en fait. Oui. À l'origine. Oui, tout à fait. Et ensuite, plutôt dans l'entapie, c'est le cœur qui parlait. Et ensuite, comment justement on fait ce passage entre cette sensibilisation qui est visiblement quasi personnelle vis-à-vis de cette situation des enfants vers la coopérative où là, il faut convaincre en réseau de s'engager. Tout à fait. Là, il n'y a pas que le cœur, il y a aussi un peu de raison, j'imagine qu'il faut... Au départ, moi j'ai donc vu la présidente de l'AFM Téléthon. Après, je me suis dit, il faut effectivement que les magasins s'engagent, parce que si moi je dis et puis que derrière ça ne suit pas, on est une coopérative. Donc, on a eu une assemblée générale à laquelle je l'ai fait venir, à laquelle elle a participé. Et à cette assemblée générale, il y a eu, je dirais, une standing ovation vis-à-vis du Téléthon et un engouement tout de suite qui a été, je dirais, même poignant.
parce que tout le monde était d'accord, tout le monde était partie prenante, tout le monde sur le terrain s'imaginait déjà ce qu'il pourrait éventuellement faire en parallèle, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées individuellement, puisque chacun est suffisamment, tout le monde le sait ici, chacun est suffisamment ancré sur son territoire pour pouvoir organiser des manifestations ou faire des promotions. Nous, bien entendu, on a été plus loin, puisqu'on a toute l'année, on ne peut pas le faire, mais je crois qu'Optique 2000 le fait, parce qu'en termes d'activité, on est très saisonnier, donc 65% de notre chiffre d'affaires est fait sur le mois de novembre-décembre. Mais pour Noël, on met le paquet, c'est-à-dire qu'on fait, on fait des animations, on fait de l'emballage cadeau dans les magasins, on fait des animations pour les enfants, on aide aussi le Téléthon, puisqu'ils ont un arbre de Noël au niveau national. Là, on fournit les jouets pour tous les enfants du Téléthon, bien entendu. Et on a de multiples actions comme ça qui sont... Je dirais, c'est plus le cœur qui parle qu'autre chose. Et quand tu entends ce que disait Frédéric Michaud d'Opinion Noël il y a quelques minutes, j'ai noté le chiffre, 71% des Français considèrent que ces engagements, au sens large, il ne parlait pas spécifiquement d'un tel ou un tel, oui, sont d'abord décryptés comme la poursuite d'un intérêt. Oui, ça m'a interpellé aussi de voir ça. Oui. L'autre, c'était 27 quand même. De l'autre côté, c'était 27. On fait partie du 27, c'est déjà quand même. Oui, sauf que c'est quand même une toute petite minorité, 27. Hein. Mais je pense que oui, c'est une image qu'on peut peut-être donner. On n'a pas, je pense qu'au niveau du monde coopératif, on n'a pas suffisamment l'image de l'ancrage qu'on a au niveau local. C'est bien justement qu'on fasse tous des actions comme on le fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils disent un commerçant, même les politiques, aujourd'hui, c'est reconnu qu'un commerçant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui vit dans la volupté, etc. Alors que je pense qu'on est tous témoins ici de savoir que ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, ça l'est peut-être de moins en moins. En gros, j'entends que ça fait mal de lire l'opinion des Français sur un sujet que tu as pris par le côté empathique. Oui, certes, mais je me sens pas visé, donc je sais pas, il y a peut-être d'autres qui peuvent le sentir. C'est pas ce que je sous-entendais, c'était l'écart entre le point de départ et malgré tout le jugement des Français. Mais je pense que ça correspond à la réalité du jugement des Français, ça c'est sûr. Comment on fait vivre dans la totalité du réseau un engagement comme ça? Parce qu'il ne peut pas y avoir trop d'écart entre adhérents sur le niveau d'engagement. Oui, ça c'est une bonne question. Oui. Je ne sais pas, je ne fais pas exprès. Nous, c'est 298 magasins sur les territoires français, 298 magasins, c'est 220 patrons d'entreprise. Donc c'est certes, comme on en a beaucoup discuté ce matin, il y a des idées qui reviennent, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut les faire participer plus. C'est une nouvelle manière de voir les choses. Pour ce qui nous concerne, nous, on avait une politique qui était, je dirais pas diamétralement différente, mais faire participer, pour nous, c'est compliqué, parce qu'on a une activité saisonnière. Ça veut dire que la pression, elle monte au fil du temps, dans le courant de l'année, et qu'il y a des périodes où les gens sont moins mobilisables qu'à d'autres. Oui, en plus, ils ont plus d'engagement à mettre en œuvre au moment où ils sont en gros débordés. Voilà, donc ça tombe à la fois très bien parce que ça fait une résonance intéressante pour le sujet, mais très mal en termes opérationnels. C'était bien le problème, et c'est là que le deal est à faire, parce que c'est compliqué quand vous avez beaucoup de monde dans un magasin. C'est des magasins quand même sur cette période, comme je vous le dis, vous pouvez un peu vous imaginer ce que ça peut représenter en termes de clientèle. Donc arriver à faire des animations en même temps que l'on fait aussi d'autres choses, c'est pour ça qu'on essaye d'être rationnel. Donc on a fait une opération qui est une opération ticket de caisse qui permet justement d'amener de la fluidité, et de ne pas poser de problème au niveau de l'opérationnel du magasin, parce que c'est quand même novembre-décembre, on ne peut pas se permettre de les louper, quoi. Petite dernière question, est-ce qu'une coopérative est par principe, et j'insiste sur le par principe, on peut répondre oui ou non, plus légitime pour ce type d'engagement ? Moi, je pense qu'elle est plus légitime, naturellement parlant. Parce que quand on rentre dans une coopérative, on parle d'engagement, je pense que c'est un engagement. C'est un état d'esprit, c'est une manière d'être. Et là, nous, je dois dire aussi qu'aujourd'hui, on est aussi beaucoup plus vigilant pour les entrants, quand ils sont nouveaux, quand ils viennent d'ailleurs, pour voir quel est leur état d'esprit, si c'est juste pour profiter d'un système, si c'est pour pouvoir aller plus loin, quoi. Oui, c'est l'histoire de la soupe. D'accord. On change de sujet, on change de métier et aussi de moyens de s'engager. Loïc, donc patron de Sponsorize Me. Alors pour faire très très court, c'est une plateforme de crowdfunding, je pense que je résume un peu, mais que l'idée est quand même pas totalement déconnante, qui bosse historiquement beaucoup avec Intersport. Explique-nous. Oui, mais là, le sujet qui nous anime aujourd'hui, on va considérer qu'on va parler plutôt d'Intersport que des autres. Ça va m'arranger, sinon on est mal barré. Ça marche comment et qu'est-ce qu'Intersport est venu chercher dans cette plateforme de crowdfunding pour nourrir sa logique d'engagement ? Je reviendrai sur ce qui a été dit juste avant, c'est cette notion de marque responsable.
Au départ, en fait, nous, on était effectivement une plateforme de crowdfunding traditionnelle, ce qu'on appelle le financement participatif. J'aurais pu le faire en français. Ça. Voilà, exactement. Et puis, à un moment, en fait, Intersport est venu vers nous en nous disant, on a un souci, c'est qu'on est extrêmement sollicité dans nos points de vente sur le financement d'un jeune qui veut aller faire le K2 ou d'un club de foot qui veut financer, refaire son stade, etc., etc. Et ils étaient un peu gênés dans le sens où, si on leur dit non, c'est quand même nos clients potentiellement, et on ne peut pas dire oui à tout le monde. Et je crois que d'une manière générale, c'est quelque chose j'intervenais l'autre jour à une association sur la relation consommateur, c'est que la marque ne peut plus ne pas interréagir avec sa communauté. Elle ne peut plus aujourd'hui, et elle ne peut de moins en moins dire non. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'avoir, parce que c'est demain potentiellement mon client, il ne l'est peut-être pas aujourd'hui, mais il le sera demain, et donc je dois avoir une position par rapport à ça qui rejoint finalement cette notion de marque responsable. Donc on est parti, nous, en se disant, nous on a besoin de projets, donc envoyez-les nous. Et puis au départ, ils ont commencé à nous envoyer les projets. On a reçu, sur le premier mois, on a reçu quasiment 600 projets qui sont arrivés. Donc un énorme volume. Et puis, donc, pour Intersport, on est bien d'accord. Pour Intersport, juste sur la partie Intersport. Donc on a commencé à travailler, nous, ces projets-là. Et puis à un moment, on est revenu vers Intersport. On a dit finalement, tous ces projets, il y en a peut-être certains qui peuvent être intéressants et peut-être qu'on peut travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et Intersport a pris la décision au départ de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider à financer ces projets. Mais pas que nous, c'est-à-dire qu'en fait, on va rester sur la mécanique du crowdfunding, mais quand ce qu'on appelle un backer, donc une personne qui va participer à la campagne, va participer, nous, on va apporter aussi 1 euro. Donc on va en fait chacun participer et s'engager. Et finalement, on est allé vers cette notion participative. J'entendais tout à l'heure la notion de coopérative, effectivement, où vous coopérez avec l'ensemble de vos réseaux. Là, c'est le client qui s'implique à l'intérieur. Et ça a été vraiment un vrai phénomène extrêmement intéressant, puisque après Intersport, aujourd'hui, nous, on a une trentaine de marques qui sont devenues partenaires derrière, pas forcément dans le secteur du sport, dans tous les secteurs, parce que finalement, à un moment, ce qu'on s'est rendu compte au travers d'une étude qu'on a réalisée, c'est ce qu'on appelle l'ami de mon ami et mon ami. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, le consommateur, à un moment, voyait bien que la marque Intersport venait aider son copain, et donc, à un moment, il s'est dit, en fait, ils sont cool. Donc s'ils sont cool, moi je vais les aider aussi et donc je vais jouer le jeu en fait dans ce dispositif. Alors je vais juste rappeler pour que tout le monde comprenne éventuellement comment ça marche très concrètement. Mm-hmm. Donc un porteur de projet vient voir le magasin Intersport de sa zone en disant je voudrais que vous m'aidiez pour faire ça. Exactement. Le Intersport lui dit écoute, on a une plateforme, dépose ton projet là-dessus. Exactement. Voilà, donc c'est la plateforme Sponsorize Me. Donc appel à financement. Chaque fois que ce porteur de projet arrive à convaincre quelqu'un d'amener 4 sous dessus, Intersport en parallèle en met. Exactement. Voilà, donc là, je récupère de la cagnotte. Comment ensuite certains projets sont-ils plus ou moins sélectionnés? Parce que là, il y a une volumétrie énorme quand même. On a une volumétrie qui est énorme. Alors on a la chance effectivement d'avoir eu... En fait, on a ce qu'on appelle dans le phénomène des startups, on a pivoté. C'est-à-dire on s'est rendu compte au bout d'un moment que la marque crée vraiment de la valeur, parce que dans le domaine du sport, la marque est extrêmement légitime, parce que le sponsor, donc la marque est, qu'elle soit d'ailleurs un sponsor du sport ou pas, on a des marques qui ne sont pas du tout sponsors du sport, mais qui finalement à un moment sont prêts à aider à prendre cette responsabilité sociale locale. Et donc il y avait des projets, par exemple Intersport ne va pas aider des projets karting. Voilà, tout ce qui est automobile, pas d'intérêt de le faire, mais nous on a une autre marque qui est partenaire, qui est autodistribution. Et autodistribution, elle dit, moi, ça m'intéresse à l'inverse d'avoir ces projets-là. Donc, en gros, il y a un premier filtre. Il y a des projets qu'Intersport accepte de Exactement. soutenir en s'engageant et d'autres non. Mais une fois que ce filtre est franchi, lesquels sont réellement soutenus in fine par Intersport? Tous ou une partie d'entre eux? Généralement, la grande part, on définit un volume de projets que la marque va vouloir accompagner. Sur l'année pour être capable de séquencer, pour bien effectivement, parce que derrière il y a une exploitation, je dirais commerciale, mais parce que si on va au bout de la démarche, Intersport est allé plus loin puisqu'il a dit finalement non seulement je vais faire du 1 pour 1, mais je vais offrir à chaque participant de l'opération un chèque cadeau de 35 € valable dans mon magasin. Et on a eu plus de 2 tiers, des gens qui l'utilisent là-dessus. Donc ils ont créé derrière une mécanique, ils ont créé derrière une mécanique commerciale. Parce que c'est un commerçant, on a d'autres marques qui n'ont pas forcément cette mécanique-là parce qu'ils n'en ont pas l'intérêt, mais on a véritablement créé un modèle économique entre guillemets derrière qui permet de ce retour et qui est extrêmement fort, puisque je reviens sur le phénomène de l'ami de mon ami et mon ami. Ouais. Donc en gros, Intersport va s'engager à concurrence de l'engagement de la communauté, parce qu'en gros, il y a une forme de proportionnalité entre ce que l'enseigne met et ce que le projet a récupéré par ailleurs sur son propre Exactement. intérêt. Et alors, on a, pour finir sur cette notion-là, on a eu un élément qui est extrêmement important. On a fait une étude l'année dernière, en fin de l'année dernière, sur le capital sympathie. On a beaucoup de banques qui travaillent avec nous, Société Générale, BNP, Cofidis, etc.
Et le capital sympathie des banques, excusez-moi, je sais qu'il y a un banquier autour de la table, mais n'est pas très très élevé. C'est pas, il ne faut pas des scores extraordinaires. Il n'a pas l'air méchant non plus. On le pratique depuis quelques années. Voilà. On s'en sort toujours intact. Donc, voilà, on a donc fait une étude pour se rendre compte, et en fait on s'est rendu compte que, notamment pour l'enseigne Intersport, sur des personnes qui ont vu ou qui ont participé à une campagne, le capital sympathie a fait x2, quand dans les banques il a fait jusqu'à x4. Raison pour laquelle on a beaucoup de banques qui travaillent avec nous. Ça dépend d'où on part, c'est comme toujours, dans la sympathie. Mais si on est haï, on ne peut commenter. Dans toutes celles que je viens de citer, elles ne sont pas très loin les unes des autres. Quand Intersport a forcément un capital sympathie beaucoup plus élevé. À la base plus élevé. Juste une toute dernière question. Quel type de projets ont vu le jour de manière significative grâce à cette mécanique d'engagement participative? Il y en a aujourd'hui. Je pense que Intersport a dû financer plus de 200 ou 300 projets, donc il y en a énormément. En combien de temps? En 2 ans. 2 ans, d'accord. Aujourd'hui, je sais pas, vous avez... ils ont fait Élodie Clouvel, que vous connaissez probablement pas, qui est une gagne à être connue sans doute. Voilà, et qui est une championne de pentathlon moderne, mais qui a fait une médaille aux Jeux Olympiques de Rio. Ah bah tiens. Donc très belle histoire qui fait une médaille d'argent aux Jeux de Rio. Donc là, on est dans une histoire qui est soutenue par Intersport dans son process d'entraînement, en fait. Exactement. C'est ça qui avait besoin de financer une préparation olympique, en l'occurrence, par rapport à ça, et donc qui l'ont accompagné sur ce dispositif-là. On en a une autre qui s'appelle Manon Petit, qui est pareil, que vous ne connaissez pas, qui est championne du monde de snowboard en snowboard en catégorie junior, qui a été médaillée d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse, et qui est une des favorites des Jeux Olympiques d'hiver qui vont avoir lieu cet hiver. Donc, d'une manière générale, vous avez tout type. C'est vraiment la marque qui définit le cahier des charges sur lesquels elle veut travailler. Alors effectivement, Intersport est très légitime dans le sport, donc c'est la raison pour laquelle elle focus là-dessus. Mais vous pouvez avoir, je prenais l'exemple de autodistribution, je pourrais vous prendre l'exemple de Land Rover, qui est une marque qui se dit, moi les projets d'équitation, c'est quelque chose. Donc c'est vraiment la marque qui définit son cahier des charges, et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que derrière cette démarche de responsabilité sociale, moi, je trouve que c'est un message qui est important à faire passer, c'est que on n'est pas dans le mécénat. Il peut y avoir une mécanique, il y a une vraie influence sur le business, il y a une vraie influence sur de la création de trafic, sur des KPI qu'on va définir avec la marque. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de demain, parce que le mécénat, c'est bien, mais à un moment, je pense que vous faites tous, et moi aussi, mon objectif, c'est de trouver un modèle économique. La raison pour laquelle j'ai fait rentrer des marques, c'est qu'à un moment, ma start-up, il fallait forcément qu'elle trouve son modèle. Vous avez bien évidemment vos modèles, mais à un moment, il faut que vous fassiez du business, c'est votre métier. C'est pas totalement faux. Et à un moment, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre entre cette responsabilité sociale, mais qui est finalement aussi celle de création de l'emploi, comme vous le faites. Voilà. Donc en gros, c'est le mariage entre l'engagement, le digital et le participatif, et ça donne cet exemple que sans doute certains d'entre vous ne connaissaient pas, d'où l'intérêt que l'on avait avec Alexandra de vous le présenter sur ce modèle d'organiser l'engagement sur le territoire de légitimité de l'enseigne, en l'occurrence le sport, et en disant le moins possible non et le plus possible oui, sauf qu'on étale en gros la notion de son engagement au prorata de ce que la communauté fait elle aussi. Je ne te redonne pas l'antenne parce qu'on n'a plus le temps. On change de sujet, on arrive sur l'optique, on va Lons-le-Saunier avec... Tête Carré, qui est opticien à Toll, administrateur de la coopérative, et depuis tout le temps, parce qu'on s'est déjà côtoyé quelquefois, passionné par le sujet de la basse vision, et en tous les cas avec cette envie, et ça rejoint la notion d'engagement, pour mettre ce sujet en pleine lumière, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il est insuffisamment connu. Raconte-nous comment ça a démarré, et ce que tu fais de cet engagement, et comment tu le vis. Comment ça a démarré? Ça a démarré surtout parce que moi, le métier de l'opticien, je le vois surtout dans le sens où on est un métier de service, où on a besoin de trouver les solutions pour nos clients, et on est, je pense, à peu près la seule activité où on peut équiper les personnes du nourrisson au centenaire, l'homme, la femme, et surtout des personnes qui ont de l'acuité d'un 10e, voire moins, à 10 dixièmes d'acuité ou plus. À part qu'il y a un moment donné où ça coince, où on n'est pas beaucoup à essayer d'équiper justement les personnes qui ont une acuité inférieure, on va dire à 6 dixièmes ou 5 dixièmes, où on commence à avoir du mal à lire le journal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la basse vision en termes un peu techniques. Voilà. Alors, c'est ça. Officiellement, la basse vision commence à 3 dixièmes. C'est-à-dire que les textes nous disent qu'à 3 dixièmes d'acuité, on est malvoyant, débutant, si on peut dire. À part que dans la vraie vie, à 5 dixièmes d'acuité, le journal, il faut le lire déjà avec une bonne lumière, sinon on ne peut pas le lire. Et donc en gros, toi, tu trouves qu'il y a cette zone en fait où la prise en charge est insuffisante entre la basse vision reconnue et la basse vision réelle, où malgré tout, on est déjà dans l'inconfort.
Alors, en fait, le souci aujourd'hui que les personnes malvoyantes rencontrent, c'est qu'elles ne sont pas informées de ce qu'on peut faire pour elles, pour les aider justement à garder de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va rester sur le plan médical avec des prises en charge financières, parce qu'il y a aussi le côté financier qui rentre en ligne de compte. Donc le côté médical est pris en charge, et tant mieux, et pourvu que ça dure. Je pense à la DMLA par exemple, mais il y a d'autres pathologies. Par contre, l'autonomie aujourd'hui n'est pas prise en charge, ou très mal, et surtout n'est pas connue. Donc j'essaye de montrer qu'il y a plusieurs professionnels et justement un travail transversal, parce que ça en a parlé tout à l'heure, pour aider ces gens-là. Alors comment ça se matérialise? Donc tu as 2 magasins d'optique, un à Lons-Saunier et l'autre aussi à Lons? Champagnole. Champagnole, d'accord, dans le Jura, c'est ça, ouais. Comment ça se matérialise cet engagement? Comment tu le fais vivre? Comment je le fais vivre? Grosso modo, un peu ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que je saoule tout le monde avec ça, j'en parle tout le temps. J'essaye de. Je peux vous confier que pour l'avoir vu dans les rencontres Atoll, c'est vrai qu'il leur en met plein la tête. Et c'est là où on sent qu'il y a une conviction profonde, parce que c'est ça ce qui est intéressant. J'essaye de montrer que, à travers ça, si vous voulez, tout l'acharnement aussi qu'on a eu sur notre métier, à un moment donné, moi, m'a beaucoup affecté. Alors, je faisais déjà de la basse vision avant, je n'ai pas fait la basse vision à cause de ça, mais ça a été aussi une façon de trouver un peu un refuge pour dire, voilà, ma casquette d'opticien, j'en ai marre. Il y a un moment donné, il faut montrer qu'on sait faire autre chose, quoi, et qu'on est dans de l'humain et pas dans du commercial. Et c'est toute la difficulté que j'ai pour expliquer l'intérêt pour les personnes malvoyantes, c'est justement d'aller voir quelqu'un. Il faut que je vois dans son regard, au bout d'un quart d'heure, que je lui explique mon truc, si ça brille ou si ça brille pas. Si ça brille pas, c'est que je ne l'ai pas capté et qu'il m'a toujours vu avec ma casquette de commerçant. Donc avec de l'intérêt derrière. De l'intérêt derrière. Et ma démarche, et je pense qu'entre guillemets, si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ça, c'est qu'elle est désintéressée. C'est-à-dire que je me suis déplacé à Belfort pour une table ronde avec la MDPH, je suis allé à l'hôpital de Dijon, enfin voilà, etc., etc. J'ai aucun intérêt commercial. Je veux dire, c'est des endroits qui sont un peu loin des magasins. Voilà, à 150 km de chez moi. Donc, il y a un moment donné, quand on pose des choses en face des médecins et de la MDPH ou d'autres organisations, voilà, on est déjà tranquille, quoi. On enlève la casquette et puis après on attaque. Donc, on peut parler des choses concrètes, c'est-à-dire dire voilà, le malvoyant, il va voir l'ophtalmo parce que c'est la porte d'entrée dans le protocole pour poser la pathologie. Parce que sans ça, on ne peut pas savoir. Si on récupère quelqu'un en magasin qui a 3 ou 4 dixièmes d'acuité sans savoir si c'est une DMLA ou une cataracte qui n'est pas opérée, etc., on ne peut rien faire. Donc c'est important de passer par là. Quand il y a des solutions médicamenteuses, que l'ophtalmo suive cette personne, il faut le faire, même si la science n'amène pas toutes les solutions aujourd'hui pour résoudre tous les problèmes. C'est comme ça. Par contre, derrière, il faut passer la main. C'est-à-dire que plusieurs professionnels peuvent aider ces personnes-là avec l'orthoptiste, l'opticien, l'AVGiste, l'instructeur en locomotion, les MDPH, les SAMET pour les personnes encore en activité, etc., etc. Et quand on parle dans le réseau Atoll, c'est dans l'espoir que d'autres adhérents de la coopérative s'emparent du sujet pour localement aller évangéliser de la même manière. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, au départ, c'était un peu ça, dans mon idée, parce que voilà, comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'à force d'en parler, de rencontrer des gens, d'expliquer, ma façon de voir les choses change aussi. Et aujourd'hui, on est 770, 700, pas tout à fait 800 magasins. L'idée demain, c'est pas qu'on soit 800 opticiens à faire la basse vision. Déjà, c'est impossible. Faut être lucide et sincère, c'est-à-dire que... Non, mais entre 1 et puis 800, en gros, je comprends que tu vises que tu sois plus seul demain. Alors, je suis déjà plus seul. Ah. La moyenne, c'est 6% en France, hein, d'opticiens qui sont spécialisés en basse vision. Je ne parle pas de ceux qui ont des loupes dans les vitrines, d'accord. Le but, c'est pas qu'on soit 800 à faire la basse vision. Par contre, notre métier d'opticien, si on veut le faire monter un tout petit peu par rapport, encore une fois, à tout ce qu'on a eu sur la tête pendant quelques années, c'est que je trouve que c'est notre rôle d'expliquer aux personnes malvoyantes les solutions qui existent autour d'elles. Enfin, je pense que ça, c'est notre métier, quoi. Et chez Atoll, vous êtes combien aujourd'hui ? À faire de la basse vision, on donne la moyenne nationale, on commence. Alors c'est juste ça, c'est par exemple compliqué à savoir qui fait quoi. D'accord. Et donc c'est un travail qui n'est pas simple. Je te présenterai le président de la coopérative après, si tu veux. Il va sympa. peut-être pouvoir un peu visser tout ça. Là. Non, on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est pas simple, même chez nous, de savoir qui fait quoi. Donc, et dernière question, comment on fait vivre dans le temps un engagement ? Comment on demeure toujours
investi dans ce qui est un combat, parce qu'on en a déjà parlé. Alors, moi, je pense que... des exemples, je pourrais vous en donner. Moi, si j'en parle, je vais vous en parler jusqu'à ce soir. Mais, non. on a le dernier exemple en date, c'était un ptio, Enzo, qui avait 14 ans, il y a 15 jours, où il vient le moral dans les chaussettes, 1 dixième d'acuité sur chaque œil. Les parents n'en parlent pas, etc. L'ophtalmo, que j'ai revu après, était bien embêté pour lui expliquer qu'il avait perdu la vue centrale. Et c'est de lui montrer des solutions qu'il n'avait jamais vues et qui repartent avec la banane, qui montre ça à l'ophtalmo. Et puis voilà. Donc, en fait, donc ça nourrit l'engagement, c'est ce que tu dis. Ouais, la réponse, c'est ça. Et puis derrière... on est en train, alors je dis nous, il faut que je dise je suis en train de faire un film justement sur toutes ces personnes qui peuvent intervenir et dont les malvoyants qui nous expliquent leur parcours de vie. Donc on les a interviewés sur leur parcours de vie et sur leur situation de handicap au jour le jour. Et voilà, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il faut réellement pouvoir faire passer ça au grand public parce que quand on est dans des colloques, par exemple avec Retina, c'est super, à part que le public qu'on a en face de nous, c'est des malvoyants. Donc ils attendent qu'une chose, c'est que le médecin ou le chercheur, j'étais à Besançon il y a 15 jours, explique les dernières trouvailles génétiques, ce que je comprends. Mais voilà. Alors que pour moi, demain, hélas, on peut tous avoir la DMLA ou autre chose, il faut qu'on ait les solutions de savoir ce qu'on fait si on perd de l'autonomie. Aujourd'hui, on ne sait pas. Si en tous les cas, vous avez vu, il y a de l'engagement et sur un sujet, pour le coup, qui est parfaitement raccord avec la thématique métier, en l'occurrence celle de l'optique. Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif. On termine toujours ensemble, c'est une tradition, ça fait vieux couple. On nous a séparés cette année, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce qui s'est dit, alors des différents exemples? Moi, j'aurais tendance peut-être par démarrer par la question toute bête, c'est est-ce que finalement, une entreprise aujourd'hui, avant de voir ce que le Crédit Coop fait, parce que sur le sujet, on en avait déjà parlé, on va en reparler, est-ce qu'on peut faire autrement que de s'engager? Parce que la société est telle que, de toute façon, qui ne s'engage pas disparaît. Je surprendrai personne en disant que je ne vois pas qu'on ne puisse pas ne pas s'engager quand on est dans une démarche coopérative. Je voudrais revenir sur des éléments très riches de l'échange du début entre Michel et Eric. Alors, premier point qui m'a beaucoup interpellé, c'est la nécessité de bien traduire notre vieux principe « une personne, une voix » sur la question du délibératif. Je pense que nous sommes dans des sociétés où nous ne prenons plus assez le temps d'échanger. Et d'où ce qui a été dit tout à l'heure sur les problématiques des rencontres physiques. Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que simplement appuyer sur « I like », fasse du délibératif. Et donc ça, c'est pour moi, je pense, un enjeu considérable. C'est une personne, une voix d'expression, une voix d'écoute. Oui, à un moment, il faut voter, mais je rappelle que pour voter, il vaut mieux avoir à peu près compris sur quoi on vote, donc pas forcément tout de suite se précipiter au vote. Ça veut dire aussi que dans la démarche, entre nous, après je parlerai de l'extérieur, mais entre nous, on essaie de se comprendre. Et c'est là où ça a fait disparaître la seule et unique problématique, ça a été dit, et je le partage complètement, que j'appellerais patrimoniale. Il y en a qui sont plus riches, entre guillemets, parce qu'ils sont plus anciens dans la carrière ou je ne sais quoi. Quand on s'exprime, on pèse pareil. Après, quand on vote, même si c'est le principe d'une personne voix, on sait bien que derrière, il peut y avoir des éléments d'engagement financier. Et là-dessus, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut beaucoup réfléchir parce que c'est aussi une problématique pour les transmissions générationnelles. Aujourd'hui, dans notre société, alors ça vient peut-être de changer avec l'arrivée d'un président de la République qui a moins de 40 ans, mais il y a la nécessité de faire la transmission générationnelle. Et le délibératif y contribue. Deuxième point, j'avais exprimé ça à cette tribune il y a quelques années, je pense que la démarche coopérative est ce que j'appelle, et je vais le réexprimer autrement tout à l'heure, un altruisme intéressé. Alors, je fais volontairement cet oxymore, c'est d'abord un altruisme, c'est-à-dire je ne pense pas qu'à moi, pour prendre même des expressions très triviales, je ne pense pas qu'à ma gueule, mais je suis tout de même in fine intéressé, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'altruisme total sur cette terre, mais on est là tout de même dans la limite de l'altruisme pur et parfait. Et donc, l'altruisme, c'est de se dire, ça a été repris par Alexandra et d'autres, c'est avec d'autres que j'avance. C'est pas moi tout seul, en écrasant tous les voisins, que je vais avancer. Mais
je l'exprimais peut-être aussi d'une autre façon, se traduit par ce qui a été dit par les uns, par les autres. C'est la force du contractuel. Et c'est pour ça que, sous ma casquette de COPFR, j'étais beaucoup intervenu dans la problématique sur le projet de loi Macron, sur le droit de sortie, etc. C'est la solidarité choisie. Je reprends, l'altruisme intéressé, c'est traduit par, en juridique, solidarité choisie. Je décide de rentrer dans le jeu, dans la coopérative, pour un projet d'investissement, etc. Et c'est pas quand ça tourne bien, c'est tout pour moi. Quand ça tourne mal, je laisse sous les copains avec les paumes. Et donc, c'est un point qui me paraît très important, c'est de faire comprendre à notre environnement, à notre société, et ça rejoint la lettre que Eric a envoyée, enfin je pense qu'elle a dû arriver... c'est parti, ça y est. C'est parti. C'est de faire comprendre que ces vieux concepts qui sont la loyauté, c'est j'ai signé, c'est pas simplement parce que je ne sais quelle puissance extérieure, c'est moi, volontairement, j'ai dit je rentre dans ce jeu-là. Alors, je sais, on nous avait invoqué liberté de sortie. Enfin, liberté de sortie, c'est pas ce qu'on appelle en économie le passager clandestin. C'est quand ça crache, je suis dedans, et puis quand ça paume, je me barre. Donc, je pense qu'il faut faire respecter ce principe. On s'engage pour le meilleur et pour le pire. Ça me rappelle quelque chose. Oui, ça me rappelle quelque chose aussi. Donc, c'est pas simplement quand je veux comme je veux. C'est quand je veux comme je veux, avec d'autres, en respectant ma parole. Troisième point, et c'est là où je trouve la thématique est très très forte par rapport aux attentes de la société. Bon, c'est ce que les économistes appellent les externalités. Il n'est pas suffisant que la coopérative, elle marche bien entre ceux qui sont dedans, mais est-ce qu'on risque pas de nous reprocher entre guillemets, de l'égoïsme interne? Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il faut être très attentif au regard de l'autre, parce qu'après tout, l'autre, pour ce qui est en tout cas les commerçants ici présents, c'est le client, c'est le consommateur. Et si à la fin, il a le sentiment que tout est bel et bon dans le paradis de la coopérative, mais que c'est bel et bon pour ceux qui sont dedans, et qu'il n'y a pas grand-chose de bel et bon pour ceux qui sont, entre guillemets, dehors, qui sont les clients, ça peut finir par se retourner contre nous. Comment expliquer l'écart entre ce qu'on entend quand même une forme de sincérité dans les engagements des uns et des autres, et le fait que le Français, le citoyen, le consommateur, il ne le lit pas comme ça. Et alors, avec un niveau de réponse qui est tel qu'il n'y a pas de question à se poser sur le fait qu'il y a un biais méthodologique ou pas. C'est, voilà, pour 3 quarts d'entre eux, c'est non. Moi j'ai cette chance de pouvoir pas mal parcourir le monde, etc. Je pense qu'il y a un tempérament français qui est commencé à dire que c'est la faute des autres, entre guillemets, si je ne suis pas assez haut, etc. Je pense que quand on a cette chance d'être là où nous sommes, je pense qu'on doit essayer de s'appliquer ce premier principe, c'est on ne se grandit pas à baisser les autres. Donc, certes, il faut prendre ce sentiment, mais essayer de le faire évoluer. Donc le doute est constitutif de ce que nous sommes, en fait, enfin, de ce que les consommateurs sont. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur ce grand risque qui est de dire, là aussi je vais prendre le petit proverbe populaire, ils sont gentils, grandisseurs, petits faiseurs, donc il faut mettre en cohérence par des éléments démonstratifs, des chiffres, des données, etc., que voilà, ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est bien pas que pour soi, c'est bien aussi pour les autres. Et c'est là où je me permettrai de persister dans mon travail de persuasion vis-à-vis d'Éric pour lui expliquer que le choix de la révision coopérative, c'est... Non, mais attends, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne continuera pas à discuter. Bien sûr, mais on va vous organiser un rendez-vous après. C'est un outil de démonstration qu'entre les principes coopératifs qu'on affiche et ce que l'on fait, il n'y a pas d'écart. C'est ça le point important. Donc ça, vous verrez après. Le délibératif. Je propose. Juste pour terminer, et pour l'engagement, pour revenir là-dessus, il y a quelques années ici même, on avait parlé d'une logique de crowdfunding mise en place par le Crédit Coop, qui est une façon de s'engager. Ça n'est où? Comment ça marche? Ça marche super bien. On rappelle juste le principe en une phrase. Alors, quand même. C'est parce que ça s'inscrit dans une logique globale pour notre banque, mais qui, je pense, est importante à rappeler, c'est qu'un banquier, c'est aussi un commerçant à la base, c'est la traçabilité. La critique de fond qui a été faite à nos collègues banquiers et disons au métier de banquier, c'est le côté boîte noire. C'est je ne sais pas ce qu'ils foutent de mon fric. Et certains ont même découvert, horreur, pendant la crise, que leur argent, leur petit dépôt, spéculait. Et donc nous sommes inscrits dans cette démarche de traçabilité.
Et on sait que c'est très important. Et donc, la démarche de financement participatif dans laquelle nous nous inscrivons sont celles dans cette démarche de traçabilité, puisqu'en fait, on va jusqu'au bout dans la logique de crowdfunding. C'est moi, individuellement, je choisis le projet que je soutiens. Et donc, ça, c'est pour le don. Alors après, il y a d'autres formes de financement participatif, et donc, ça correspond aux enjeux du moment. C'est avoir le sentiment de pouvoir agir. Est-ce C'est qu'on ça, a une idée la force. Est-ce qu'on a une idée, je vous pose la question à tous les deux, qui êtes plus experts que tous les autres ici, de ce que représente aujourd'hui cet argent collecté par le participatif, qui est une façon de montrer l'attente d'engagement du citoyen? C'est encore faible. Hein, non, mais j'entends bien. J'imaginais bien mais que ça ça peut allait faire pas mieux. renverser le monde bancaire. Ça, je suis naïf, mais à ce point-là, La non. notion du faible est peut-être différente de monsieur par rapport à Arrête, je vais par rapport à pleurer. nous. Je vais pleurer. Aujourd'hui, je vais vous donner juste un exemple. Nous, on est basé aussi aux États-Unis. Vous avez une plateforme là-bas qui s'appelle GoFundMe. L'année dernière, c'est 8 milliards de dollars. La totalité du participatif aux juste sur États-Unis. cette plateforme. Donc, et la on totalité estime les chiffres en France, je ne les ai pas, mais d'une manière générale, c'est un marché qui est en croissance depuis 4 ans à plus de 100%. Après, comme le dit très justement monsieur, vous avez trois types de financement participatif. Celui qu'on appelle par le don, donc celui effectivement, je dirais traditionnel. Vous avez un deuxième qui est celui effectivement sur le prêt, ce qu'on appelle le lending. Et puis le troisième, c'est l'equity, où là, on est dans la prise de participation de société. Et est-ce qu'on a une idée, Jean-Louis, de ce que ça représente en France ou absolument pas? J'ai plus les chiffres D'accord. là, Voilà, mais mais ça, non, mais je ne vais pas donner de bêtises. C'était pas un piège, c'était juste Mais pour savoir. Mon point, c'est que ça correspond à un besoin que n'ont pas pu ou ne savent pas suffisamment bien Les acteurs répondre classiques. Hein. Les acteurs classiques. Juste Voilà. pour intervenir là-dessus, à la dernière assemblée générale du financement participatif, la personne a fait une remarque assez juste. Il avait demandé que les banquiers qui sont dans la salle lèvent la main. Et il y avait à peu près 70% de banquiers qui avaient levé la main. Donc ils avaient dit, a priori, c'est qu'on doit commencer un peu à les chatouiller. Donc il doit y avoir quand même un enjeu qui commence à peser. Et en tous les assez cas, lourd. c'est l'illustration que l'attente de l'engagement est une réalité sociologique aujourd'hui, puisqu'elle se matérialise notamment par ces micro-actions, même si elles sont petites. La somme fait quand même quelque chose de significatif. Merci à tous les 5. Vous pouvez les applaudir et les raccompagner comme l'on dit.